Salut mes machines. Aujourd'hui, on va parler d'un cours important en psychiatrie qui s'intitule Les troubles dépressifs unipolaires de l'adulte. On a dit unipolaire parce que après, on va faire le cours de la bipolarité ou bien du trouble bipolaire. Ok, donc le trouble dépressif, c'est-à-dire c'est uniquement de la dépression. Après, quand je dis uniquement, ça ne veut pas dire pour amoindrir les faits. Ok, c'est pas pour amoindrir l'importance de ça, mais juste on parle de troubles bipolaires quand il y a des épisodes dépressifs et maniaques. C'est-à-dire des épisodes de tristesse, puis des épisodes d'euphorie et de joie intense et que tout est possible et tout. On verra par la suite les troubles bipolaires. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les troubles dépressifs unipolaires de l'adulte, bien évidemment. On ne fait pas de la pédopsychiatrie, donc là, c'est de l'adulte, ok? Donc déjà, pour commencer, avant de commencer avec mon introduction et tout, je vais d'abord vous parler d'un nombre que vous devez retenir, que vous devez laisser dans un coin de votre tête, ok? La dépression est égale 80% de suicider. Et quand je dis suicider avec un E accent S à la fin, c'est-à-dire ceux qui ont fait, pas une tentative de suicide, mais un suicide réellement réussi. Très bien, donc c'est un nombre qui choque, plus d'un, qui est très 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 déprimant en soi et qu'il faut vraiment prendre en charge et en cause. Donc, pour introduire ce cours, je dirais que le trouble dépressif caractérisé, c'est ce dont on va parler dans le DSM-5, c'est un trouble dépressif caractérisé, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est un TDC, on va dire, si on veut faire une abréviation. C'est quoi? En fait, c'est un trouble psychiatrique courant, c'est-à-dire il y a une fréquence avec, comme j'ai dit bien avant, 80% de suicide, c'est-à-dire un risque élevé de suicide. L'épisode dépressif caractérisé, donc j'ai dit que c'est ce dont on va parler dans le DSM-5. En fait, c'est quoi? Il s'intègre dans différentes entités nosographiques, c'est-à-dire un trouble dépressif caractérisé, on peut le trouver seul, comme on va l'apprendre ou bien le comprendre aujourd'hui, mais on peut le trouver dans un trouble bipolaire. On peut aussi le rencontrer dans des cours comme des comorbidités, comme des affections associées à d'autres troubles, comme les troubles anxieux qui peuvent être généralement associés dans leur évolution et leurs complications par des troubles dépressifs, les troubles addictifs aussi, ou bien des troubles aussi non psychiatriques. Donc là, on parle de maladies chroniques, pesantes, qui peuvent entraîner des troubles dépressifs. Donc ce cours, vous voyez qu'il est important, qu'il touche un peu à tous les cours, à toutes les maladies, qu'il peut être une complication de n'importe quelle maladie. Donc je dirais c'est très bien de le maîtriser pour un médecin généraliste et de comprendre les faits. Essayez de comprendre, essayez de suivre et posez-moi n'importe quelle question en commentaire, je vais répondre. Ok, donc j'ai dit il peut être isolé ou bien il peut se répéter et il peut succéder à des événements de la vie, bien sûr. Un événement peut déclencher une dépression. Très bien, non. Le terme dépression dans le DSM-5, il est anciennement appelé un épisode dépressif majeur, mais là, on a supprimé le mot majeur et on a remplacé ce mot-là par le mot caractérisé. Caractérisé pourquoi? Parce qu'on va voir par la suite une échelle d'intensité, ok, d'intensité, soit léger, soit moyen, soit modéré. Très bien. Donc là, on est au niveau de l'épidémiologie. C'est une pathologie psychiatrique. C'est la pathologie psychiatrique la plus fréquente au monde. Ok, c'est la plus fréquente au monde, avec une prévalence de 9% dans la population mondiale. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est la première cause d'handicap dans le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu ne travailles pas, tu n'es pas actif socialement, familialement, et voilà. Et donc c'est un handicap. Et c'est la quatrième maladie en matière de coût. C'est-à-dire, ça, en matière de psychothérapie, de psychotropes et tout, c'est l'économie y est touchée. Le sexe ratio de ces deux femmes pour un homme, faut savoir que la dépression, c'est parmi d'ailleurs les seuls, on va dire, troubles qui touchent plus la femme. En matière de psychiatrie, généralement, on trouve que les hommes sont plus touchés par tous les troubles, mais la femme, là, elle est plus touchée par la dépression. C'est deux femmes pour un homme.
Voilà. Et donc, si on veut décrire la clinique, donc la sémiologie, comment vous pouvez reconnaître un syndrome dépressif, déjà, on va parler d'une humeur. L'humeur, chaque individu a une humeur. L'humeur peut être fluctuante, mais elle reste quand même à un certain degré, on va dire fluctuante, mais toujours dans une même intensité. Mais là, pour ce qui est de la dépression, l'humeur peut aller de la tristesse, qu'on peut tous ressentir, jusqu'à la douleur morale. Je parle de douleur, une vraie douleur qui est morale. Et ça peut aller jusqu'à l'anesthésie affective. Quand je parle d'anesthésie affective, c'est-à-dire soit ne ressentir rien du tout et que du négatif. Donc, je vais décrire un peu l'humeur dépressive. Donc, vous pouvez la déduire par vous-même. Elle est faite de tristesse profonde, d'abattement, découragement, désespoir, douleur morale, anédonie, c'est-à-dire impossibilité d'éprouver du plaisir dans les activités habituelles ou les situations qui lui lui donnaient du plaisir auparavant. Là, quand il est fait, ça ne lui fait rien. De l'épuisement, du désintérêt pour tout et il ne voit que du négatif. Donc là, avec toutes ces émotions qu'on a citées bien avant, il peut mettre fin à ses jours parce qu'il y a une souffrance. Ok, donc là, tout est inhibé. L'humeur dépressive, faut imaginer que tout est inhibé. Il y a de l'inertie, il y a de l'apathie. C'est-à-dire pour lui, la seule certitude, c'est le malheur. Et il est très pessimiste, voire il est anesthésié. Et quand il a cette anesthésie affective, il faut faire le diagnostic différentiel avec la schizophrénie déficitaire. Car dans la schizophrénie déficitaire, on aura tout aussi qui est anesthésié, donc ça reste un peu délicat. Voilà, donc ils se sont inutiles et il se culpabilise pour ça et il a de la honte face à sa famille, face à ses amis et face à tout le monde parce que il est juste inhibé, il ne fait rien, il n'éprouve rien, il n'est pas utile. C'est comme ça qu'il a son humeur. Deuxième pilier dans la sémiologie du syndrome dépressif, c'est le ralentissement psychomoteur. Ralentissement psychomoteur, c'est-à-dire c'est la perte de l'élan vital. C'est la prostration. La prostration, c'est la perte de l'élan vital, c'est des synonymes, qui est toujours globale. Qui est toujours globale. L'anesthésie psychique, physique, il ne fait rien, il ne bouge pas, il ne sort pas, il ne parle pas. Et à l'inhibition psychomotrice, donc inhibition psychique, c'est-à-dire il ne pense pas comme à l'heure, il pense comme à l'heure, il est inhibé, il est pessimiste et inhibition motrice. Il ne bouge pas, il ne fait pas de sport, il ne marche pas, il ne va pas à l'école, il ne va pas à l'université, il ne va pas travailler. Voilà. Donc on a l'asthénie psychique. C'est ce qu'on appelle l'asthénie psychique et le ralentissement moteur. L'asthénie psychique, c'est-à-dire c'est une diminution de la concentration, de l'attention, de la mémoire de fixation, la mémoire rétrograde, il a un jugement qui est perturbé des idées qui sont pauvres, c'est-à-dire le monodéisme et l'anidéisme, soit il n'y a rien, anidéisme, il n'y a aucune idée qui passe, ou bien une seule qui passe en boucle durant toute la journée. Donc c'est ce qu'on appelle au total la bradypsychie, c'est-à-dire tout est ralenti. Puis on a un ralentissement moteur. Le ralentissement moteur, pour le ralentissement moteur, le ralentissement moteur, donc, c'est la rareté des gestes, voire l'absence des gestes, la lenteur, une silhouette qui est affaissée, un dos qui est voûté, des épaules qui sont tombantes, une lenteur à la marche, le faciès qui est figé, qui est non expressif, une voix qui est monotone, un seul rythme, etc. Donc, il y a une inertie, c'est-à-dire il ne peut plus initier, il ne peut plus commencer de nouvelles activités ou bien les activités qu'il faisait déjà. Il y a l'inertie. Et puis pardon, le troisième signe dans la sémiologie du syndrome dépressif, c'est ce qu'on appelle les troubles cognitifs. Les troubles cognitifs, c'est le pessimisme, le sentiment d'infériorité, le passé, il le revit à chaque fois, ils se sont coupables. C'est ce qu'on appelle la distorsion du jugement. Toujours il a un jugement faux, toujours il a le délire de damnation et de châtiment. C'est-à-dire quoi?
C'est-à-dire qu'il croit que Dieu le punit, qu'il est convaincu qu'il mérite le mal, que tout ce qui lui arrive de négatif et à lui et même pour sa famille, c'est à cause de lui, c'est que tout est à cause de lui et que c'est un châtiment. C'est un châtiment de Dieu, c'est une damnation. Il est incurique, c'est-à-dire l'incurie ici, c'est plus par fatigue. Tu vois, il est fatigué, il ne peut pas se laver. Il a un refuge, c'est le lit. Généralement, donc il ne se lave pas. C'est pas la même incurie qu'on voit dans la schizophrénie. L'incurie dans la schizophrénie, c'est plutôt par désorganisation. C'est-à-dire, c'est déficitaire. La schizophrénie, bien sûr, je parle de la déficitaire. C'est par désorganisation. C'est qu'il est dissocié de la réalité et il est incurique. Là, même si, par exemple, il est convaincu que, allez, on va essayer de se laver, il peut pas parce qu'il est très fatigué. Et aussi, il a cette occupation du lit, c'est la clinophilie, c'est-à-dire il a un refuge qui est son lit. D'ailleurs, on va le trouver, il fait des hypersomnies-refuges, ce qu'on appelle, il est toujours dans un sommeil qui n'est pas profond, qui n'est pas réparateur, c'est juste une hypersomnie. D'ailleurs, ça fait partie des troubles du sommeil, l'hypersomnie, refuge. C'est juste pourquoi? C'est un refuge pour fuir à la réalité. Puis on a l'anxiété. L'anxiété, elle est constamment présente dans le syndrome dépressif. Il peut déambuler, marcher plusieurs fois dans la même pièce avec l'impossibilité de rester en place. Il pourrait avoir aussi des troubles somatiques qui peuvent être associés à toute cette fatigue, comme des diarrhées, des sueurs, des difficultés d'endormissement, euh, etc. Des palpitations et tout, ce qu'on appelle la déambulation anxieuse qui peut s'accompagner par des troubles somatiques. Ok? Donc là, je voulais juste vous faire une remarque que la démence, par exemple, c'est en fait, le mode d'entrée le plus fréquent à la démence, c'est la dépression. Donc, il faut faire la différence entre une dépression proprement dite et une démence, par exemple, chez une personne âgée, parce qu'elle peut commencer par une dépression. Par exemple, on voit les personnes âgées qui déambulent généralement et tout. Voilà. Donc là, dans la démence, on fait ce qu'on appelle le test aux antidépresseurs. Dans la dépression, il est positif, mais dans la démence, par contre, quand on fait le test aux antidépresseurs, il est négatif. Même au contraire, il peut donner des agitations pour ce qui est de la démence. C'est pour ça qu'on parle du négatif. Donc, le cinquième symptôme dans le syndrome dépressif, c'est les symptômes somato-instinctuels. Pour les symptômes somato-instinctuels, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils précèdent généralement l'installation des autres symptômes qu'on a vus. Et ils peuvent donc être une cause de retard diagnostique. C'est quoi au fait, c'est une perte pondérale, c'est-à-dire c'est une chute dans le poids. À l'extrême, on peut avoir un refus alimentaire, il n'a plus d'appétit, il n'a pas envie de manger. Parfois, des accès boulimiques, c'est plus les sucreries, ou bien hyperphagiques, ok. Très bien, des boulimies, des hyperphagies, ou bien des refus alimentaires, des pertes pondérales, etc. Et on a aussi des troubles du sommeil qui peuvent précéder cette dépression, qui peuvent annoncer, c'est un peu des signes prodromes annonciateurs qu'il y aura peut-être une dépression, comme des troubles du sommeil, des hypersomnies, c'est-à-dire qui sont non réparatrices, il est fatigué tout le temps, ou bien une insomnie qui est quasi constante dans 85% des cas. Parfois, j'ai dit des hypersomnies non réparatrices sommeil refuge. Là, au fait, je voulais bien vous faire cette remarque, c'est que les insomnies peuvent être une cause de suicide, d'acte suicidaire, surtout ce qu'on appelle l'acte suicidaire de type matinal. Il y a une crainte considérable dans ce cas. Très bien, on peut avoir des troubles de la libido, donc c'est-à-dire il n'aura pas, pour l'homme, on aura de l'impuissance, pour la femme aussi il y a diminution de l'excitation et il y a aussi une culpabilité qui s'accompagne. Donc retenez que les signes somato-instinctuels sont au premier plan, qui vont faire en sorte qu'on va s'attarder pour faire le diagnostic et bien évidemment, il faut faire toutes les autres explorations avant de poser un diagnostic de dépression.
On a des troubles cardiovasculaires comme l'anxiété, la tachycardie, l'hypertension, l'hypothymie, le ralentissement, le bradycardie, etc. On a les troubles digestifs, la constipation, la diarrhée, les nausées. On a les troubles neuromusculaires, les rachalgies, les céphalées, les tremblements. On a les troubles urinaires, la dysurie, la pollakiurie, l'anxieuse et tout. Très bien, on a maintenant les idées suicidaires. Donc, je le dis, vous n'avez pas le droit de faire un examen pour un dépressif sans rechercher les idéations suicidaires. C'est médico-légal, ok? 80% des cas se suicident, donc c'est médico-légal, surtout les insomnies de type matinal, les insomnies de réveil, ok? Donc leur évaluation demeure primordiale. 80% des déprimés soit verbalisés, soit minimisés, soit niés les idéations suicidaires, ok, soit ils la verbalisent, soit ils la minimisent, soit ils vont la nier, mais à la fin, ils peuvent faire l'acte. Il y a trois formes, soit c'est un acte bien réfléchi, soit c'est une impulsion, le raptus, qu'on appelle surtout le type insomnie matinale, peut faire des raptus, ou bien des équivalents suicidaires, des refus alimentaires, des refus thérapeutiques, des automutilations, des conduites à risque. Très bien. Comment on va faire le diagnostic positif d'une dépression? Tout simplement, on a les symptômes dépressifs classiques qu'on vient de citer, les 6 signes-là que je viens de citer. Et on a le critère diagnostic DSM-5 et on a des échelles d'évaluation. Donc pour le DSM-5, on a déjà vu tout ça. Ok. Donc toujours retenir que s'il y a 5 symptômes parmi les 9 symptômes qu'il y a dans ce tableau-là du DSM-5, pendant au moins 2 semaines, hein, il faut qu'il y ait cette durée de 2 semaines avec une rupture avec le fonctionnement antérieur, c'est-à-dire il n'était pas comme ça depuis qu'il est né ou bien un truc comme ça, donc il a changé. Donc là, on va retenir notre diagnostic. Surtout, il y a deux signes qui sont constants, c'est l'humeur dépressive toute la journée, tous les jours, pendant les 15 jours. Et on a la diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir, c'est l'anédonie, bien sûr accompagnée des troubles du sommeil, d'une dévalorisation, d'une culpabilité, des troubles cognitifs, des idées suicidaires, tout ce qu'on a vu auparavant. Très bien. Maintenant, on a les spécifications selon le DSM-5. Là, on vous dit que cet épisode dépressif caractérisé peut s'accompagner soit d'une détresse anxieuse, soit de caractéristiques mixtes, soit de caractéristiques, atypiques, soit de caractéristiques psychotiques, soit de catatonie, soit des caractéristiques saisonnières, soit du postpartum, c'est-à-dire pendant toute la grossesse et même un an après la grossesse. Là, c'est juste des formes comme ça. Les échelles d'évaluation, c'est pas pour vous. C'est pour évaluer la sévérité, évaluer et traiter. Donc, on a ces échelles-là. Pour faire le diagnostic différentiel, on doit différencier une dépression en faisant un examen clinique minutieux. Surtout, éliminer un carcinome pancréatique, une hypothyroïdie, des tumeurs frontales. Pour les personnes âgées de 60 ans, un état confusionnel, une cause organique, un syndrome démentiel, j'en ai déjà parlé. Pour les sujets jeunes, c'est plus la schizophrénie qu'on va essayer d'écarter, parce que si on passe à côté d'une schizophrénie et qu'on dit une dépression, c'est aussi autre chose. Parce que la dépression peut être juste un épisode comme ça dans sa vie, mais la schizophrénie c'est chronique, et même aussi la dépression peut devenir chronique, on va voir par la suite. Et aussi, il faut éliminer les autres troubles de l'humeur. Comme on a dit, les troubles bipolaires, on va voir par la suite, la schizophrénie, les troubles délirants persistants, les causes médicales non psychiatriques, iatrogènes ou toxiques. Donc, pour récapituler, j'élimine une pathologie médicale, une pathologie, une hypothyroïdie, de l'alcool, d'autres médicaments qui donnent ces formes de dépression. Voilà. Maintenant, pour les formes cliniques, on a des formes symptomatiques euh, qui peuvent donc se situer entre l'agitation et le ralentissement. Donc, on a ce qu'on appelle, d'abord la première forme, c'est la dépression anxieuse ou bien agitée. Cette dépression anxieuse ou bien agitée, donc là, pour les formes symptomatiques, je parle d'une anxiété toujours, mais qui peut s'exprimer de différentes façons, de différentes formes. D'abord, on parle d'une dépression anxieuse agitée. Euh, donc là, il y a un risque de raptus suicidaire qui est majeur. Et certaines dépressions agitées peuvent se rapprocher de dépressions hostiles, mélancoliques, anxieuses, voire des états mixtes. Donc là, c'est juste l'anxiété qui domine le tableau, c'est ce qu'il faut retenir. Après, on a la mélancolie typique, c'est là, il faut la retenir par cœur. Donc là, tous les critères de la dépression sont là, ils sont présents. Euh,
il a une douleur morale intense, il a un ralentissement psychomoteur intense, il a l'oméga mélancolique, ce qu'on appelle au niveau du visage, au niveau du front, il a un oméga euh, qui chuchote un désespoir profond, en fait c'est un désespoir profond, une voix qui est monotone, euh, une démarche qui est lente, un ralentissement psychomoteur, une incurie, une anédonie totale, un désintérêt global. euh, les propos sont désintéressés, il s'auto-accuse toujours, il a une culpabilité intense, et donc cette tristesse pathologique, cette douleur morale, cette anédonie et ce désintérêt global, c'est quoi la solution? C'est le suicide pour lui. Pour lui, la solution c'est le suicide, donc une hospitalisation urgente s'impose dans le cas de la mélancolie typique, retenez ça. Et pour remarque, des idées suicidaires, même si elles sont verbalisées, hein, si elles sont verbalisées, même sous contrainte, on hospitalise. Pour la mélancolie délirante, la mélancolie typique que nous venons de décrire, comporte donc, on a dit, des idées délirantes de culpabilité, d'indignité, d'incurabilité, de ruine, congruentes à l'humeur. Ok. Et là, c'est cette mélancolie typique, juste on ajoute à cette mélancolie typique, des idées délirantes de culpabilité, d'indignité, d'incurabilité, de ruine. À l'extrême, on parle de quoi? On parle du syndrome de Cotard. Le syndrome de Cotard, faut le retenir. Il n'est pas pathognomonique de la dépression, mais il est spécifique. C'est quoi le syndrome de Cotard? C'est le fait d'avoir le délire et de faire une négation d'organes. Comme s'il va te dire j'ai pas de cœur, j'ai pas d'estomac, et il est convaincu des idées de damnation, comme j'ai dit, de châtiment pardon, d'éternel de l'enfer. C'est-à-dire, il va vous dire Dieu me punit, d'immortalité, il va vous dire que moi je ne meurs pas, ou bien d'énormité, il va vous dire je suis un super-héros, je suis quelqu'un d'énorme. C'est pas vraiment super-héros parce qu'il est déprimé, mais là il va vous dire je suis énorme, je sens mon corps, il est très grand par rapport à vous, qu'il peut atteindre des étoiles et tout. Donc c'est ça le syndrome de Cotard, mais généralement syndrome de Cotard, on parle du délire de négation d'organes. C'est comme ça qu'il faut retenir qu'il est spécifique de la dépression mais pas pathognomonique. Très bien. On a la mélancolie stuporeuse. Voilà, donc là on est arrivé à la mélancolie stuporeuse. Stuporeuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a un ralentissement psychomoteur qui est au maximal. C'est lui qui prédomine, c'est lui qui est au maximal. Il y a bien évidemment l'immobilité, le mutisme, il est muet, il ne parle pas, il y a une anxiété qui est majeure, il y a des phénomènes cataleptiques, le maintien des attitudes imposées. Si, par exemple, c'est ça la catalepsie, c'est le maintien des attitudes imposées, il ne bouge pas. On parle par exemple du signe de l'oreiller psychique. Par exemple, si on lève comme ça sa tête de l'oreiller, il reste comme ça. Si vous voulez 24 heures, si vous voulez 48 heures, combien vous voulez. Ok, c'est donc là le pronostic vital, il faut savoir qu'il est mis en jeu dans la stuporeuse. Donc là, le traitement va être par voie, par exemple, parentérale. C'est pas par exemple, il va être par voie parentérale. Très bien. C'est la catatonie donc mélancolique, pseudo-catatonique, voilà, le phénomène de la roue dentée, du tuyau de plan, de flexibilité cireuse. Là, on parle de tous ces signes-là. C'est-à-dire, par exemple, quand on mobilise le coude, c'est la roue dentée. Euh, on aura des troubles extra-pyramidaux, etc. Donc le pronostic vital, j'ai dit, il est mis en jeu, la déshydratation, elle est rapide, le raptus suicidaire, il reste quand même possible, les soins somatiques et psychiatriques sont urgents et sont par voie IV. Très bien. On est arrivé à la dépression mixte. Là, c'est la bipolarité, soit dépression plus hypomanie, ou bien dépression plus manie. Voilà, on va voir par la suite. Voilà. Donc là, je voulais aussi vous faire une bonne remarque qui est très très importante en psychiatrie, et quand vous allez la comprendre, ça va être très facile pour vous. Par exemple, quand quelqu'un vous dit j'avais de la dépression, j'ai pris mes antidépresseurs, je vais bien, je vais mieux, je veux les arrêter, ça y est. J'ai peur des effets secondaires, je veux les arrêter. Là, vous, en tant qu'étudiant en médecine, vous allez lui dire en psychiatrie, on a vu que le cerveau, en fait, c'est ça l'information que je veux vous donner, pour qu'il se charge en sérotonine, parce que là, quand on a de la dépression par exemple, c'est qu'on manque de sérotonine. Les transmetteurs et tout, ils sont pas bons, ok?
Ils sont pas au top, on va dire. Donc, pour que le cerveau se charge en sérotonine et qu'il redevienne comme avant normal, il a besoin de 6 mois. C'est pourquoi le traitement d'entretien dans la dépression, c'est pour 6 mois, ok. Donc, si vous arrêtez avant, il ne s'est pas rechargé complètement. Donc, il pourrait y avoir des récidives, ok. Donc, c'est pourquoi c'est mieux de maintenir, ok, le traitement antidépresseur pendant 6 mois quand on a une dépression. Très bien. Donc, on a un autre type de dépression, c'est une autre forme clinique, c'est la dépression saisonnière. Donc là, c'est juste durant une saison, généralement l'hiver ou l'automne. Donc là, il y a juste une dépression. Chaque fois qu'il y a cette saison, il y a une dépression. Elle est minimale. Généralement, quand la luminosité saisonnière elle est minimale, en octobre, novembre, ça dure 3-4 mois et puis il redevient normal. Généralement, il y a des friands sucrés, il mange plus de sucré, il a des hypersomnies 10 heures. Par exemple, s'il dort 8 heures, là il va dormir 10 heures. Il dort 9 heures, là il va dormir 11 heures. S'il dort 7 heures, là il va dormir 9 heures. Comme ça, il va ajouter 2 heures de sommeil. C'est une hypersomnie quand même. Voilà, mais là, si par exemple quelqu'un vous vient et vous dit j'ai des dépressions saisonnières et tout, faut écarter d'abord des anomalies thyroïdiennes, ok. Voilà, faut faire une TSH, puis vous allez poser peut-être le diagnostic de dépression saisonnière. Donc là, comment on va le poser? Il exige 2 épisodes dépressifs majeurs au cours des 2 dernières années. Donc les 2 dernières années, il devrait avoir fait cette dépression saisonnière en même moment qui a duré 3 ou 4 mois au cours des 2 dernières années. Très bien. Le traitement, c'est la photothérapie. Généralement, c'est de la lumière et tout. Il doit être administré 2 fois par semaine. C'est une photothérapie pendant 3 à 4 mois, autant que dure l'évolution spontanée de l'épisode. Ok. Donc, durant cette durée-là, on va donner de la photothérapie. La dépression masquée, c'est quoi? C'est des troubles somatiques qui sont au premier plan. Très bien. Les formes, selon l'intensité, on pourrait avoir une forme légère, modérée ou bien sévère. Donc là, c'est des symptômes qui vont augmenter et qui vont s'aggraver tout simplement. C'est simple. Léger, c'est le mot léger. Modéré, c'est modérément. Et sévère quand ça devient plutôt sévère. Comment ça pourrait évoluer? Un trouble dépressif caractérisé peut être isolé, c'est-à-dire un seul épisode dans toute sa vie. Soit c'est un trouble caractérisé récurrent, donc il y a 2 épisodes dépressifs caractérisés séparés par un intervalle libre d'au moins de 80. Donc il a fait un épisode dépressif, après 4 mois il a refait un autre. Là on va parler de récurrent. On va parler d'un trouble dépressif persistant ou bien anciennement appelé un trouble dysthymique quand pendant une durée de 2 ans il a une humeur dépressive pratiquement toute l'année et il a un intervalle libre normal de 2 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on parle de persistant quand durant 2 ans il est tout le temps déprimé, mais durant toute l'année il y a 2 mois où il est bien, il est normal. Après aussi, durant l'autre année, la deuxième année, il est déprimé toute l'année, après à 2 mois où il est normal. Là, on va parler de persistant. Et on parle d'un trouble dépressif chronique quand ça dure plus de 2 ans. Très bien, on a compris c'est quoi le chronique, le persistant, le récurrent, l'isolé. Donc là, c'est facile, ok. Donc l'évolution du trouble dépressif caractérisé, on a dit qu'il est variable. 50% des gens qui ont fait déjà une dépression font un seul épisode dépressif durant toute leur vie. 35% avec une fréquence variable auront une récurrence, c'est-à-dire auront un autre épisode. Ils auront un autre épisode après au moins 4 mois du premier épisode, et on parle du chronique dans 15% des cas. En fait, si on veut comprendre un peu pourquoi il y a cette dépression, en fait, elle est causée par une hyperexcitation hypothalamo-hypophysaire. L'axe hypothalamo-hypophysaire, il est hyper excité. Donc on aura une hypercortisolémie, le cortisol il va être élevé, et on a ces neurones, ces BDNF, neurogène facteur, qui va diminuer quand le cortisol il va augmenter. Et donc, on aura les neurotransmetteurs de la sérotonine qui vont être perturbés. C'est un peu ce que veut dire ce schéma.
Donc, bien sûr, dépression et iatrogénie. Si on veut lire des articles sur ça, on va trouver que les corticoïdes, les antihypertenseurs, les antipaludéens, les immunosuppresseurs et tous les, pas tous, mais pratiquement beaucoup de médicaments peuvent donner un état dépressif. Du coup, faut prescrire et surveiller minutieusement. Et si on peut ne pas prescrire, on essaie de ne pas prescrire. Et si on peut prescrire, on doit. Et si on doit prescrire, on doit diminuer les durées, les doses et tout. Ok? Très bien. Comment maintenant évolue un épisode dépressif sous traitement quand on va traiter? Soit on aura une bonne réponse, ce qu'on appelle une rémission, une rémission, soit partielle ou bien totale. Quand c'est partiel, c'est-à-dire il y aura une réduction des symptômes sous traitement, une disparition, on va dire, de 50% des symptômes. Les échelles vont être à 50%. Quand c'est une rémission totale, c'est-à-dire il y aura disparition carrément du syndrome dépressif, une normalisation des scores et des échelles, tout est normal. On parle maintenant de guérison quand cette rémission complète va durer plus de 4 mois. On parle de récidive quand il y aura réapparition des symptômes avant les 4 mois. Et on parle de rechute quand il y a réapparition des symptômes après 4 mois. Donc il a rechuté. Il a récidivé quand il n'a pas atteint la guérison totale, c'est-à-dire on aura une réapparition des symptômes avant les 4 mois. On parle de rechute quand il a atteint la guérison, mais il a rechuté, à réapparition des symptômes après les 4 mois. On parle de chronicité quand l'épisode dépressif persiste plus de 2 ans. On parle de résistance quand il y a échec. On donne 2 antidépresseurs différents et qu'il y a échec. On les donne bien pendant 4 à 6 semaines et tout, et qu'il y a échec. Là, on parle de résistance au traitement. On parle d'un virage quand il y a une manie ou bien une hypomanie sous antidépresseur. Avec cette dépression, on va donner des antidépresseurs. Alors là, il va nous faire un épisode maniaque. C'est ça ce qu'on redoute le plus quand on va donner des traitements antidépresseurs. On a peur qu'il y a un virage maniaque. Il va aller vers la bipolarité, de la dépression vers la bipolarité en faisant des épisodes maniaques ou hypomaniaques entre les dépressions. Et donc là, on va parler d'un trouble bipolaire type 3. C'est le type 3, le trouble bipolaire type 3, c'est un virage maniaque sous antidépresseur. C'est ça la définition du trouble bipolaire type 3. Voilà. Et il faut savoir que quand c'est une dépression qui est chronique, on donne le traitement à dose minimale, à dose très 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 minimale. Prise en charge. Le lieu, c'est en ambulatoire. Si, donc dans le cas où on a un épisode dépressif non caractérisé, non compliqué, donc qui n'est pas compliqué, c'est en ambulatoire, et une bonne adhésion thérapeutique nous permet aussi de traiter notre patient en ambulatoire. Donc, on fait quoi? On donne au moins un antidépresseur type tricyclique, ok? La consolidation, c'est comme j'ai dit, en 6 à 12 mois, après une rémission complète avec le traitement d'attaque, ok? Quand on donne le traitement de consolidation, c'est après avoir terminé avec le traitement d'attaque, après 6 à 12 semaines de traitement d'attaque, on va donner un traitement de consolidation de 6 à 12 mois. Et on va faire aussi un traitement de maintenance selon les récidives, selon les épisodes chroniques, selon les rechutes. On peut donner un traitement de maintenance. S'il est bien, après le traitement d'attaque et de consolidation, il n'y a pas de récidive, on ne va pas donner un traitement de maintenance. On va voir par la suite. Et là, on va parler de récidive, comme je vous ai dit. Quand il y a avant la guérison, avant les 4 mois, il y a réapparition des symptômes. Et la rechute, faut savoir ça pour comprendre le traitement. C'est après la guérison, c'est après les 4 mois qu'il y a une réapparition des symptômes. Donc là, on va parler de chacun. Traitement d'attaque, c'est jusqu'à la rémission qu'on l'introduit. C'est durant 6 à 12 semaines. L'objectif, c'est d'avoir une résolution des symptômes qui est complète pendant les 4 semaines consécutives au minimum et un retour au fonctionnement antérieur après les 2 semaines ou les autres semaines qu'on va rajouter. Un retour à la normale et aux fonctions physiologiques. C'est ça le but du traitement d'attaque. Pour le traitement de consolidation, pour une durée de 6 à 12 mois, son objectif c'est d'améliorer la fonctionnalité, c'est la guérison totale, c'est limiter les risques des rechutes et ça diminue près de 70%
quand on poursuit ce traitement, ça diminue de 70% les reflux. C'est pourquoi c'est mieux de terminer son traitement une fois pour toutes. Pour le traitement, comme j'ai dit, d'entretien et de maintenance, dans ce cas, c'est selon les facteurs de risque. Ça peut aller, on peut donner ce traitement de 6 à 24 mois. Là, ça, si on a des récidives, pour les prévenir plus, si on a des facteurs de risque, si on suspecte qu'il va rechuter, la prolongation, si on a un deuxième épisode, pourrait aller jusqu'à 3 ans, pourrait aller jusqu'à 5 ans. Donc c'est pour ça, avec les rechutes, ça prolonge le traitement et ça devient quand même lourd. On a parlé maintenant de l'ambulatoire, de comment donner le traitement et tout. Maintenant, quels sont les cas où on va hospitaliser notre patient? Il y a 4 cas où on va hospitaliser notre patient. S'il a un épisode dépressif caractérisé, je lis toujours ça comme état de choc, mais en vrai, c'est un épisode dépressif caractérisé en psychiatrie. Ok. Alors, un EDC, un état dépressif caractérisé qui est sévère avec un risque suicidaire élevé. Donc là, dans tous les cas, on hospitalise. Des troubles somatiques ou addictifs associés, donc dans ce cas aussi, on hospitalise. Si on a un épisode avec des caractéristiques mélancoliques ou psychotiques, catatoniques et tout, dans ce cas aussi, on hospitalise. Et si on a une exacerbation des milieux de vie entretenant le trouble, on hospitalise. Voilà. Donc s'il y a risque de suicide, s'il y a des troubles somatiques addictifs associés, s'il y a la catatonique, la mélancolique et tout, on a dit on hospitalise. Et s'il y a un milieu qui favorise, on va pas dire qui favorise, mais qui entraîne, voilà, c'est pas une faveur, qui entraîne cette dépression, donc on doit l'extraire pour qu'il guérisse, ok? Voilà, donc là, c'est un peu pour vous dire qu'en première intention, on donne un inhibiteur, un ICRS ou un ICRNA, c'est-à-dire un inhibiteur des récepteurs à la sérotonine ou un inhibiteur des récepteurs à la noradrénaline pendant une durée de 4 à 9 mois, plus une dose ou bien un switch d'un autre antidépresseur à un autre, ou bien une association. Ça, c'est selon les récidives et tout. Ok, donc les recommandations selon Lalande, c'est-à-dire que si on a une dépression légère, on ne va pas donner de traitement antidépresseur ou autre, on va juste donner de la psychothérapie. Plutôt des exercices physiques, plutôt de l'oméga 3, plutôt des TCC, plutôt des psychothérapies. Si on a une dépression modérément grave, c'est-à-dire elle est modérée, elle peut s'aggraver, donc là, on peut choisir, soit si la personne veut qu'on lui donne des antidépresseurs, on va lui donner. Si elle ne veut pas, c'est mieux de lui donner des psychothérapies. Si ça pourra marcher, c'est mieux d'éviter au maximum les antidépresseurs. Si on a une dépression grave, catatonique, avec tendance suicidaire ou à haut risque de suicide et tout, avec dénutrition, déshydratation, des équivalents suicidaires et tout, dans ce cas-là, c'est grave, on doit traiter dans tous les cas. Voilà. Voilà, donc quand il y a les idéations suicidaires, c'est automatiquement sévère, ok? C'est automatiquement sévère, donc c'est automatiquement un traitement. Donc là, si on va parler un peu de psychothérapie, donc on a les psychothérapies de soutien, les thérapies cognitivo-comportementales, les psychothérapies psychodynamiques ou d'inspiration analytique, les thérapies interpersonnelles basées sur la théorie de l'attachement, etc. Il y a beaucoup de thérapies, c'est très très développé ce domaine-là, les hypnoses, les trucs, il y a beaucoup de trucs là-dessus. On peut maintenant vraiment reprogrammer carrément le cerveau humain et voilà, lui donner une autre conscience du monde, etc. Et puis on a des techniques de neurostimulation. Donc là, c'est beaucoup, vous pouvez le lire si vous voulez, mais moi, je dirais que la technique de neurostimulation, c'est la sismothérapie tout simplement. C'est l'électroconvulsivothérapie. La sismothérapie, c'est comme ce qu'on voit dans les films à l'extrême quand on leur fait comme ça des fils sur la tête et tout et qu'on démarre comme ça, on déclenche une, une onde électrique au niveau de son cerveau pour le décharger et pour le recharger électriquement. Ça pourra marcher, mais c'est de moins en moins utilisé. Et je vous remercie.